est challengé. Voilà. Le premier moment où sa force de caractère est sollicitée, c'est quand il doit se montrer en cohérence avec le job. Le deuxième moment, c'est la démonstration du respect des valeurs. Et le troisième moment, c'est la démonstration de l'engagement pour la vision. Alors, nous, les dirigeants en général, nous sommes parfois challengés par l'obligation de délivrer et de décider ce que le business nécessite qu'on puisse décider. On dit souvent qu'un dirigeant ne fait pas ce qui est intéressant, un dirigeant fait ce qui est rentable, un dirigeant ne fait pas ce qui lui plaît, un dirigeant fait ce qui va permettre au business de pouvoir prospérer. Et on se retrouve parfois effectivement pris à nez avec ça, et ce n'est pas toujours évident de laisser de côté ce qu'on sent personnellement, de laisser de côté ce qu'on pense personnellement pour pouvoir, eh bien, opérer les choix qui sont en cohérence avec les enjeux du business. Ensuite, nos collaborateurs nous regardent, ils nous regardent en général, nous prônons des valeurs et ils veulent s'assurer de ce que, quand le moment va venir, nous puissions être les premiers à respecter, eh bien, ces valeurs-là. Il paraît qu'il existe trois façons de démontrer du leadership. La première façon étant l'exemple, la deuxième étant l'exemple et la troisième étant l'exemple. S'il y a des valeurs auxquelles nous tenons, s'il y a des décisions auxquelles nous tenons, s'il y a des choix, des principes auxquels nous tenons, notre caractère est challengé. Les gens nous scrutent à chaque fois pour voir est-ce qu'il va faire ce qu'il dit et qu'il a programmé tout le temps. Le troisième moment de vérité pour nous, les dirigeants, où notre caractère force de caractère est challengé, c'est quand c'est difficile de réaliser la vision, c'est difficile d'atteindre les objectifs, c'est difficile de transformer le rêve en réalité et les gens veulent savoir est-ce que le leader il va abandonner? Est-ce que le leader il va dire qu'à l'impossible, nul n'est tenu comme monsieur, madame, tout le monde? Ou bien par sa présence, par sa résilience, il va nous démontrer par A plus B que c'est exactement ce qu'il fallait faire et 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, les gens vont lui dire, tu sais quoi, boss, tu sais quoi, mentor, tu sais quoi, DG, franchement, à un moment donné, nous aussi, on n'y croyait pas, mais tu as tenu bon et tu nous as donné le courage de tenir bon. Et je tenais à te dire bravo parce qu'on n'a jamais eu le temps d'en parler. Donc, ce sont ces moments euh, qui challengent à chaque fois les dirigeants. Et la force de caractère ou le caractère, il paraît que c'est ce que nous faisons quand personne n'est à côté. Et si tu te plains tout seul, ça arrive à nous les dirigeants. Si tu lèves le pied, si tu baisses la garde et tu oublies un petit peu ce qui est attendu de toi en termes de cohérence avec le business, en termes de démonstration du respect des valeurs qui sont celles de votre organisation, en termes de démonstration de l'engagement pour la vision, ben tiens, les gens voient, les gens scrutent et se posent la question donc, du coup de savoir est-ce que le dirigeant va s'obliger à faire ce qu'il doit faire pour délivrer du résultat? L'autre chose importante qu'il faut noter par rapport à la force de caractère, c'est qu'en général, lorsqu'il est question pour nous de choisir, lorsqu'il est question pour nous d'opérer des choix, nous sommes pris en tenaille par trois facteurs essentiels. Le premier facteur étant la satisfaction personnelle. Nous sommes tentés de faire ce avec quoi nous sommes à l'aise ou ce qui va nous satisfaire personnellement. Le deuxième facteur ou la deuxième tentation, c'est le politiquement correct. Nous sommes tentés de faire ce avec quoi du moins les autres sont à l'aise. Nous cherchons à plaire aux gens, à satisfaire les gens. Et puis, il existe un troisième facteur, l'orientation au résultat, qui consiste à faire ce qui va produire du résultat, n'en déplaise à nous-mêmes et n'en déplaise à qui que ce soit. Et quand on en arrive là, quand si les questions pour le dirigeant, donc d'avoir une orientation au résultat, de faire ce qui va faire que peut-être va être impopulaire momentanément, notre force de caractère est challengée. Je suis sûr que DG Mami va certainement partager son expérience avec nous dans ce sens. Cela dit, à un moment donné, quand on est coincé en tant que dirigeant, quand on doit opérer des choix, qu'on soit en mesure d'assumer. Après, eh bien, il y a une seule question qui compte. Et une seule question qui compte. Est-ce bon pour le business? La vérité, c'est que le dirigeant ne prend pas des décisions pour lui ni pour elle. Et elle n'a pas besoin d'être d'accord avec les choix qu'il opère. Il n'a pas besoin d'être d'accord avec les choix qu'il opère. Ce qui compte à la fin de la journée, étant donné qu'il va opérer des choix pour l'entreprise, pour la réputation de l'entreprise, pour la postérité de l'entreprise, pour la pérennité de l'entreprise, il va se poser la question, est-ce que c'est bon pour le business? Aussi bien qu'à un moment donné, si ce n'est pas bon pour le business, il va dire, eh, tiens, ce n'est pas parce que je suis à l'aise avec ou je ne suis pas à l'aise avec que je ne le ferai pas ou que je le ferai. Je le ferai si, sur la base des critères essentiellement business, je considère que c'est la bonne chose à faire. À cet effet,
Le dirigeant, il va mettre un accent particulier sur la capacité du business à générer, donc à générer, sa capacité à générer de la valeur maintenant, dans le moyen terme ou bien le long terme. Il doit chercher à protéger, donc du coup, la sustainability, la pérennité du business et le patrimoine du business. Donc, tous les choix qui vont aller dans le sens de la protection du patrimoine du business seront en général des choix et qui nécessitent beaucoup de force de caractère parce que ça peut entrer parfois en contradiction avec d'autres enjeux. Ensuite, la capacité à multiplier la valeur que l'entreprise va gagner sur le court, moyen et long terme. Donc, cela va servir de base au choix du dirigeant. Il aura en référence, et même si ceux qui sont d'obédience un petit peu, on va socialistes, ne comprennent pas ça souvent, le compte d'exploitation ou l'impact sur les lignes du compte d'exploitation et du bilan constitue en général ce qui va orienter les choix d'un dirigeant. Cela ne veut pas dire qu'on sacrifie les hommes, parce que parfois on peut sacrifier les hommes et puis ça a un impact sur les lignes du compte d'exploitation. Donc, on ne parle pas d'inhumanité ou d'insensibilité humaine ici. On dit tout simplement qu'à chaque fois qu'on va opérer les choix, on va vérifier est-ce que oui ou non, ça aura un impact sur le court moyen long terme, sur les lignes précises du compte d'exploitation et du bilan. Pourquoi à la fin de la journée, seuls les chiffres comptent, on les nomme bas stock. À partir de cet instant, le dirigeant, il sait que pour être sûr de ce qu'il est en train de faire la bonne chose, même s'il va utiliser l'intuition, il ne va pas opérer les choix parce que, bon, voilà, c'est tout de suite la première idée qui lui vient par la tête. Il va collecter les données, il va analyser les données, il va élargir les options, et puis ensuite, lorsqu'il se retrouve face à deux ou trois choix qui sont tout aussi dangereux, il doit savoir faire force de caractère pour comprendre que ne pas décider, c'est décider également. Faire une fuite en avant, ça ne sert absolument à rien. Il faut décider et corriger. Comme on le dit souvent, il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a que des décisions mal managées. On opère le choix. Si ce n'est pas le bon choix, on revient en arrière. Ça aussi, ça c'est de la faute de caractère. En matière de dirigeants d'entreprise, quand on est dirigeant d'entreprise, la faute de caractère, ce n'est pas le fait de refuser de ravaler ses propositions. C'est le fait d'ajuster ses choix de manière à finir par obtenir du résultat. Aussi bien que lorsque j'ai opéré un choix qui n'est pas le bon pour l'organisation et que nous sommes en train de taper droit dans le mur, je dois avoir le courage de suer la honte, de suer la déchéance momentanée pour dire, oh, je me suis trompé. Et quand je dis ça, c'est aussi, il faut beaucoup de force de caractère pour dire, je me suis trompé. Et ça fait partie des choses que le dirigeant est obligé donc, du coup, de faire. Parfois, il y a des dirigeants qui jouent un petit peu les poules mouillées et ils oublient que, ben voilà, on monte, on descend, un dirigeant doit décider. Il y a pas, ça ne sert à rien de consulter les gens, d'être dans des conciliabules interminables. À un moment donné, il faut avoir le courage de dire, écoute, c'est ce qu'il y a lieu de faire, on va le faire et puis on avance, on passe à autre chose. Donc, le dirigeant, il est celui qui doit décider de qui va être recruté. Autant avoir des critères à la base et sur son intuition après avoir processé. Le dirigeant doit décider quand on doit démarrer, le timing. euh, il doit savoir à partir de cet instant de combien de temps il dispose avant d'être en danger pour ne pas trop traîner sur les kick-offs. Parce qu'en général, quand on, par manque de force de caractère, on traîne sur les kick-offs, on a peur tellement de mal faire. On va être sûr, que tout est précis, que tout est totalement vrai. Ça va tomber facilement dans la lâcheté qui est tout le contraire de la force de caractère, n'est-ce pas? Euh, le dirigeant, il doit décider de qui va être nommé. OK, consulter les gens, faire des interviews, faire les tests, etc. À un moment donné, ben, tiens, il faudra décider. Il décide de comment le budget va être alloué. Il décide de quand il faut tout arrêter aussi. Il faut qu'il ait le courage de dire, écoute, ce projet, ce n'est pas la peine. Cette collaboration, ce n'est pas la peine. Et il dit, ben, tiens, on arrête tout. Nous savons qu'en général, ce n'est pas évident quand on est sur ces questions-là de faire preuve de force de caractère. Et c'est tout l'enjeu de ce que nous avons à opérer comme choix en tant que, en tant que dirigeant. Mais voilà. Donc, j'ai fait cette petite introduction pour disposer de matière pour échanger avec DG Mami Kalonda. Je voulais préciser que DG Mami Kalonda est actuellement donc, du coup, directrice générale de Advance et Cameroun. Précédemment, elle avait fait chez Finca. Elle a travaillé au Nigeria, en Zambie, en Ouganda et puis en Tanzanie. Si je me trompe, elle aura la possibilité de compléter éventuellement. Donc, cela dit, DG, est-ce que tout de suite tu as des commentaires par rapport à ce qu'on vient de voir ensemble?
Merci Herman. Bonsoir à tous. Je pense que Herman a tout dit. Je pense que les dirigeants, c'est cette cohérence. C'est aussi avoir les valeurs, croire en ces valeurs, parce qu'on ne peut pas seulement avoir les valeurs, mais aussi il faut y croire. Avoir une vision, d'abord sa propre vision, mais aussi la vision pour l'entreprise pour laquelle on est en train de travailler. Et en tant que leadership, ça doit être un leadership modèle. Et du coup, le leader, c'est bien qu'il soit un leader qui lead by example, comme le disent les Anglais. Merci, Armand. Très bien. Eh ben, qui sait s'il y a déjà des commentaires ou des questions spécifiques avant qu'on ne puisse avancer? Pas encore pour le moment, juste l'occasion de rappeler encore une fois, oui, qu'il faut, s'il y a des questions, des points par rapport à ce qui est dit, par rapport à ce qui est partagé, vous pouvez sans aucun doute réagir dans le chat, les poser dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions là tout de suite, s'il vous plaît? On se tourne vers vous, vous pouvez les noter dans le chat également. Ou lever la main, je ne sais pas, avec la permission du coach Eman, c'est possible, coach Eman? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, pour lever la main, donc, ça va être plus tard. Mais s'il n'y a pas de commentaires sur ce qu'on a dit jusque-là, on va avancer. Puis ensuite, les gens auront la possibilité de pouvoir poser des questions plus tard avec Is. Exactement. Donc, on va patienter le temps que les questions ou les points arrivent. S'il n'y a pas de questions, on aime bien sûr l'interactivité. Donc, s'il n'y a pas de questions, dites-nous 5 sur 5 dans le chat, dites-nous c'est OK, comme ça on est sûr que vous nous recevez, voilà, que vous recevez également tout ce qui est partagé. S'il n'y a pas de questions, indiquez. S'il y a des questions, mettez-les, s'il vous plaît. Coach Eman. Très bien, merci beaucoup. Alors, déjà, Mami Kalonda, je vais commencer par un point simple et important où il faut faire preuve de caractère. Je vais te poser directement la question. Quand on est femme, quand on est dirigeante, quand on est épouse, quand on est mère de famille, comment on s'est fait preuve de force de caractère pour opérer les choix quant à comment on alloue ses ressources, temps, argent et énergie à la famille et ou à l'entreprise pour laquelle on travaille ou qu'on a créé. DG, elle est un peu difficile ou ouais, allez, si tu peux Euh, nous dire ton point. oui, la question, elle est difficile, elle n'est pas difficile. Bon, elle est normale, peut-être pour nous autres. Et ce que je peux dire, que c'est, il faut savoir mettre chaque chose à sa place. Quelque chose à sa Quand place, on ok. est, oui, quand on est dans l'entreprise, on se comporte en tant que dirigeant. Et quand on est à la maison, on se comporte en tant qu'épouse, en tant que sœur, en tant que maman. Et quand on est à l'église, on se comporte comme tout autre fidèle. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il faut savoir mettre chaque chose à sa place. Et le respect, tout à l'heure dans l'introduction, tu as parlé des valeurs, tu as parlé des missions. Donc, ce sont les éléments qui nous guident parce qu'à chaque moment, on doit toujours apprendre à faire les choses qu'il faut quand il le faut et avec des personnes qu'il faut. Et moi, je pense que c'est ces principes qui m'aident à bien jouer les tâches multiples que j'ai dans la vie. Et j'essaie de respecter les règles, même si je viens habiter chez Herman aujourd'hui. S'il me dit, en tant que responsable dans ma maison, tout le monde doit être de retour à 19 heures, eh bien, je serai de retour à 19 heures, malgré mon âge. Oh my God. Oui, mais d'accord, mais déjà, il y a des fois où on est coincé. Et il faut faire des arbitrages difficiles. Il faut choisir peut-être entre, on a promis que voilà, je serai à l'anniversaire, et puis à la dernière minute, peut-être, il y a une mission professionnelle. Et parfois, il faut savoir opérer le choix, et c'est assez douloureux. Comment on s'est fait preuve de caractère en ce moment? Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qu'il faut prendre en amont et en aval pour être sûr de ce que, ben voilà, à la fin, on ne blesse pas trop les gens, on ne se fasse pas trop mal. Je pense que sur ce point, il nous faut seulement être stratégique. Il faut être D'accord? stratégique, il faut être respectueux et aussi bien communiquer. Si la communication est bien faite, dans la manière même de s'exprimer, l'expression compte pour beaucoup quand on est en train de prendre pareille décision. Et aussi, ça doit être quelque chose qui arrive de manière brusque, de manière, c'est pas permanente et c'est pas à chaque fois que tu promets à quelqu'un que tu seras là et à chaque fois que tu as les excuses.
parce que ton caractère doit aussi déterminer ton comportement. Si à chaque fois tu dis non et par après tu fais les oui, tu fais le contraire, là, ça va te poser des problèmes. Il suffit de bien communiquer et permettre à ce que la communauté puisse bien nous comprendre. À la maison, avec nos enfants, il y a ces respects parce que même l'enfant aussi, il lui arrive de rester tard au cours. Donc, moi, je pense que la communication joue pour beaucoup et la manière de communiquer aussi. Très bien. Ben, le chose qui arrive à nous, les dirigeants, c'est que quand nous opérons des choix qui sont nécessaires et difficiles, nous sommes incompris. Euh, Comment on fait pour travailler la maturité de son comité de direction, par exemple, travailler la maturité du reste du personnel, pour que lorsqu'il y a des choix tragiques et difficiles qui doivent être faits, ils puissent comprendre. Et comment toi, tu vis le fait d'être incomprise en tant que dirigeant, soit par la famille ou soit par, on va dire, les collaborateurs? Bon, quand on est incompris, il y a deux options. Soit Très tu bien. t'expliques, la personne comprend, soit la personne ne comprend pas, parce que des fois, on n'est pas toujours obligé de s'expliquer. En tant que dirigeant, nous sommes tenus à la confidentialité. Aga, Et on peut pas dire pourquoi est-ce qu'on a priorisé tel paiement par rapport à un autre. pas nécessairement. Pas Pas nécessaire. nécessairement. Pas nécessairement. Parce que la priorité, et peut-être il faut laisser les temps jouer pour que la personne comprenne le mieux. Mais là où vous avez la possibilité de l'expliquer upfront, on le fait. Là où il n'y a pas la possibilité de le faire, c'est difficile. C'est comme un enfant qui joue avec le couteau. On lui interdit de jouer avec le couteau, il pleure. Bon, je le laisse pleurer, mais je sais que c'est pour son bien. Et en tant que dirigeant, on doit savoir prendre pareille décision quand il le faut. Oui, mais DG, et quand on est combattu au sein de sa propre organisation pour avoir opéré des choix, c'est vrai que plus tard, les gens diront, ah, mais c'est maintenant DG qu'on comprend pourquoi est-ce que vous avez pris la décision de telle manière. Comment on vit cette frustration d'être combattu en plus d'être incompris? Vous êtes clairement combattu par des gens qui, normalement, devaient démontrer de la maturité par rapport aux choix critiques et tragiques que vous prenez. Comment toi, tu vis ça et comment tu gères ça? Bon, puisque nous avons des dirigeants et des futurs dirigeants dans ces forums, et c'est quelque chose qui arrive et qui va nous arriver couramment dans notre gestion. Et vivre ça, c'est accepter et évoluer avec, faire de son mieux pour expliquer quand c'est le moment d'expliquer, faire de son mieux pour toujours être la personne qui respecte aussi son engagement et aussi faire de son mieux pour toujours mettre de l'avant les valeurs, la vision, la mission qui est en train de nous lier, l'entreprise pour laquelle nous sommes en train de travailler. Parce qu'au finish, nous venons des différentes familles, chacun a son éducation. Chacun est parent. Tu peux avoir quelqu'un qui est ton N-4, mais dans sa famille, c'est lui le responsable. Et s'il n'est pas là, la famille ne décide pas. Donc, il y a Mhm. toujours ces minimums qu'il faut mettre, les respects mutuels et aussi l'acceptation. Des fois, on ne peut pas tout expliquer. Des fois, il faut aussi accepter d'être incompris, mais sachant qu'à la longue, la personne va comprendre. Super. Je sais que tu es une femme de karaté. On était à Douala, je crois que c'était le 4 décembre dernier, et tu nous as raconté une expérience extraordinaire au NSIOD. Quelle était question pour toi de décider clairement de laisser tomber ton travail et d'être au chevet de ta mère, de t'occuper de ta mère? Moi, je n'ai pas compris parce que, bon, voilà, moi, je suis le genre de personne que je ne paierai pas ce type de choix. J'opère les choix souvent dans l'autre sens. Est-ce que ce n'est pas éducation? Est-ce que ce n'est pas valeur personnelle, pas principe personnel? Si oui, quels sont les critères que tu utilises pour savoir à un moment donné, voici ce qu'il faut faire, n'en déplaise à moi-même et n'en déplaise à qui que ce soit? Euh, bon, je pense que c'est les savoir-vivre, les savoir-faire, le respect. Et il faut toujours savoir mettre chaque chose à sa place et aussi le temps qu'il faut. Parce que le mauvais moment, même si c'était la bonne chose que tu étais en train de faire, si tu le fais au mauvais moment, ça ne sera pas mal perçu ou bien ça sera bien perçu ou bien mal perçu par les uns ou les autres. C'est le choix qu'on est en train de prendre. L'exemple que tu es en train de faire,
de l'exemple auquel tu viens de faire allusion, dont j'ai eu une maman qui était malade. Je savais que ce n'était pas une maladie de 24 heures et que par après, elle va bien se rétablir. Je savais que c'était une maladie qui allait prendre longtemps, mais je suis dirigeant d'une entreprise. Je dois m'assurer que je suis en train de réaliser mes objectifs, que je suis en train de satisfaire mon employeur, mais aussi que je sois en mesure de continuer à prendre soin de miens. Donc, parce que pour prendre soin de miens, ils dépendent de ce travail. Et du coup, c'est cette manière d'expliquer. Tu as une maman qui est malade, mais tu sais que à tel moment, je vais être avec elle. À tel moment, je dois être au bureau et à tel autre moment, je dois être avec ma famille. Même si c'est pour peu de temps, il faut toujours savoir équilibrer. Équilibrer, donner le temps, donner les moyens qu'il faut, si on en a. On ne dit pas d'aller voler, parce que si on te dit il faut transférer, par exemple, quelqu'un en Inde et que tu n'as pas le moyen, il faut se limiter aux moyens de bord. Et je pense que cette organisation, cette communication, savoir jouer avec chaque élément quand il le faut et où il le faut, nous aide à prendre des décisions en pareille situation. Très bien. Avant que je demande à ceux qui nous suivent de pouvoir intervenir et éventuellement te poser des questions, toi, tu travailles à l'international, donc tu es de RDC, voilà, de RDC, et tu travailles dans plusieurs pays. Comment est-ce que on gère la culturalité? Est-ce que tes décisions sont appréciées de la même manière au Nigeria qu'au Cameroun où tu es actuellement ou par rapport en Tanzanie? Est-ce que la différence culturelle joue un rôle dans l'acceptabilité des décisions? Est-ce qu'il y a des fois où tu as dû assouplir ta méthode ou des fois où tu as dû durcir ta méthode pour que ça puisse marcher? Exactement. On s'adapte toujours à chaque milieu. Les cultures sont très différentes et il faut, quand on entre dans une maison, dans une ville, ma grand-mère disait, quand tu entres dans une ville et que tu trouves tout le monde en train de marcher avec une seule jambe, essaye de les imiter. Faut pas te montrer que non, moi j'ai deux jambes, j'y vais avec deux jambes. Je pense que cette culture, s'adapter à la culture, parce que ça va te permettre de bien communiquer. Il y a des cultures où il faut peut-être ne pas, il faut porter, même en RDC, hein, malgré que c'est un pays où il y a beaucoup de diversité. Je me rappelle quand j'étais encore chargée de crédit, il y avait des groupes de femmes où, avant que tu n'entres dans ce groupe, dans le milieu où se trouvent ces femmes, tu dois couvrir ta tête. Il y avait des milieux où il ne fallait pas porter les pantalons. Donc, c'est pareil aussi quand on part travailler dans un environnement qui est nouveau. Donc, les cultures ne sont pas pareilles. Même dans un même pays, les gens se comportent de manière différente. Et nous, en tant que dirigeants, nous devons nous adapter. Parce que si tu ne t'adaptes pas, tu vas rencontrer les rejets. Et il n'y a pas plus mauvaise chose qu'être rejeté par son équipe. Il faut entrer dans l'équipe. On y entre sans changer de valeurs. On y entre parce que tu travailles avec ces personnes. Si ces personnes doivent manger matin, midi, soir, il faut bien respecter. Moi, quand je suis allée travailler en Tanzanie, j'ai l'habitude de travailler. Quand j'entre travailler, je peux travailler toute la journée jusqu'au soir. Et dès mon premier jour en Tanzanie, à 13 heures, j'ai vu tout le monde partir parce que c'était la pause, tout le monde devait aller manger. Et j'étais obligée de me lever parce qu'il fallait, si bien que ce n'était pas dans mes habitudes, mais pendant toute la période où j'ai travaillé en Tanzanie, chaque 13 heures, je partais avec les autres pour aller manger. Des fois, c'est goûter aussi même à leur menu. Quand ils ont des événements, ils t'invitent, tu participes, ça te permet aussi de bien comprendre et de parler avec les équipes, organiser des réunions, écouter pour éviter de faire les dégâts parce que des fois, il y a des erreurs. Si tu le fais dans un pays, tu ne pourras plus jamais y exercer. Donc, il faut faire très attention à la culture et faire de son mieux pour s'adapter tout en s'accrochant à ses valeurs, aux valeurs de l'entreprise et aussi à sa vision et à la vision de l'entreprise. Très bien, merci beaucoup. Alors, tu as fait le Nigeria, on dit souvent il faut être fort de karaté pour travailler au Nigeria. Je sais que, bon, voilà, quand on vient de Congo-Kinshasa aussi,
on est assez rodé. Mais qu'est-ce qui change? Est-ce qu'il y a des choses particulièrement liées au Nigeria qui nécessitent on fasse des ajustements? Qu'est-ce qui t'a choqué? Ou si rien t'a choqué, comment tu as réussi à suivre le rythme, le hachis, la brutalité, l'agressivité qu'on peut retrouver au Nigeria parfois? Oui, on a l'impression tous de cette agressivité et tout. Certes, c'est présent, mais c'est un peuple travailleur, très résilient. Je pense que ce qui a plus compliqué quand je travaillais au Nigeria, c'était l'aspect sécuritaire. Parce que tu ne peux pas aller n'importe où à n'importe quel moment. Il y a des endroits où pour y aller, tu dois aller avec escorte militaire. Et tu ne peux pas rester à l'extérieur à n'importe quel moment. Et du coup, la vie au Nigeria, c'était maison, travail, maison, église, et à des heures bien précises. Donc, il fallait s'adapter à cette discipline. Et tout le moment que j'ai passé là-bas, je n'ai pas connu de problème d'insécurité parce que c'était le plus grand danger, l'insécurité. Et je me rappelle même quand je devais quitter le Nigeria, j'avais une bonne partie de mes collaborateurs qui ne travaillaient pas à Lagos et je n'ai pas pu voyager pour aller leur dire au revoir physiquement. On a dû le faire en ligne parce que il fallait écouter celui qui était en charge de la sécurité qui m'a dit cette semaine, pas de voyage vers cet endroit parce qu'il y a l'insécurité. Donc, c'est savoir aussi écouter et ça m'a permis de passer des bons moments. Et surtout, donc, ça peut être difficile pour les personnes qui aiment trop rester dehors tard. Mais pour moi, je me suis tout simplement adaptée à cet environnement et surtout me mettre en sécurité, aussi l'entreprise qui m'a envoyé là-bas, ainsi bien que aussi bien que ma famille. Voilà, donc, tout à l'heure, tu nous as expliqué il faut savoir s'adapter. Donc, faire preuve de force de caractère, je vais y arriver, c'est avoir de l'agilité. Et tu viens de démontrer aussi que faire preuve de force de caractère, c'est respecter les règles que les experts sont en train de te dire parce que c'est comme ça que tu protèges également l'entreprise et ta famille, c'est bien cela? Oui, exactement. Il faut savoir écouter. Wonderful, wonderful. Mm. Je m'en vais vers une question un peu sensible. Tu peux y répondre comme tu peux ne pas y répondre. Non, non, je vais y aller. Toi, tu as été commercial. Tu as été directrice commerciale, si je me trompe, en Ouganda, voilà, dans l'une des institutions sauf Monera. Et il faut faire du commercial. La plupart de tes jeunes sœurs et de tes congénères voilà, disent souvent que c'est difficile pour une femme de faire du commercial parce que tout de suite, on est attaqué sur le champ du sentimental ou voilà, etc. Les gens sortent des bords professionnels. Quels sont tes tips, quels sont tes conseils pour toutes ces dames qui ont du potentiel, qui peuvent s'exprimer, show up comme dit, révéler leur talent, mais qui ont peur d'être harcelées pour dire clairement le thème. Comment on fait preuve de force de caractère, d'agilité, d'adaptabilité pour faire du business en même temps? La première des choses que je peux dire aux femmes, c'est d'avoir confiance en elles. Avoir confiance en elles, bien connaître son travail et être très professionnel parce que les femmes, je les dis toujours, plusieurs fois, je les répète encore et encore, nous, en tant que femmes, nous devons faire soit 2 fois plus, 4 fois plus, voire même 5 fois plus ce qu'un homme fait pour être accepté. Et l'harcèlement sexuel commence d'abord par notre manière de nous tenir. Moi, j'ai travaillé avec les hommes, j'ai été au terrain, je suis de la RDC. La RDC, c'est un pays continent, c'est un pays qui a plus de 2 millions de kilomètres carrés. Moi, je suis née, grandi dans le sud, dans la ville de Lubumbashi. Et quand il fallait partir travailler à Kinshasa, c'était une ville où on parlait le Lingala. Moi, je venais d'une ville où on parlait seulement le Swahili. Et mon travail, il fallait aller au terrain et aller
convaincre les gens pour qu'ils puissent accepter de te rejoindre dans la microfinance. Et ça n'a pas été facile parce que moi, j'avais même ce qu'on appelle language barrier parce que je ne pouvais pas bien m'exprimer en lingala. Mais la manière de se comporter, la manière de maîtriser ce qu'on est en train de faire et être aussi tactique, ça nous permet à nous femmes de ne pas être harcelées. Quand tu cherches la facilité en tant que femme, en tout cas, attends-toi à être harcelée. En tant que femme, il faut être très regardante. Quand tu arrives dans un milieu, si tu vois qu'il n'y a pas ta place, il faut tout de suite y sortir. Mais si tu es une femme travailleuse, si tu es une femme qui maîtrise ce qu'elle doit faire, si tu es une femme qui se respecte, parce que le respect, il est d'abord personnel. Avant que les autres te respectent, tu dois te respecter toi-même. À ce moment-là, on te le rend. Parce qu'à ce moment-là, les hommes, au lieu de t'harceler, ils deviennent tes protecteurs. Parce que moi, les hommes m'ont propulsé. Il n'y a pas que les hommes qui sont méchants, il y a aussi les femmes qui peuvent être méchantes. Donc, ce que moi, je recommande aux femmes, c'est d'avoir confiance en elles-mêmes, de bien se former encore, encore et de travailler 2 fois, 3 fois, 4 fois plus pour se faire accepter et pour se faire respecter. Très bien, magnifique. Merci infiniment. Force de caractère, prise de décision, défense des décisions. Quand on va en conseil d'administration, comment on réussit à convaincre le conseil que c'est de telle manière qu'il faut faire les choses et pourquoi c'est absolument c'est tel type de stratégie, tel type de projet, d'initiative, tel type de budget qu'il faut pour soi? Et ensuite, quand on doit retourner vers le personnel et que les choix que le conseil a validés ne sont pas facilement acceptables pour le personnel, comment on joue sur les deux tableaux pour être sûr de ce qu'à la fin de la journée, on fasse ce qui profite au business de façon générale, au conseil d'administration, aux administrateurs, aux actionnaires, mais également au personnel pour que tout le monde y trouve du sien. Premièrement, je vais établir d'abord le lien entre actionnaire et personnel, parce que et actionnaire et personnel, tous nous sommes au service de l'institution. Donc, nous avons tous un dénominateur commun qui est notre institution. Donc, pour le bien de l'institution, je pense qu'à un certain moment, les deux se croisent. Et c'est cette intercession que moi, j'utilise à chaque fois que je dois sortir avec des décisions du conseil d'administration pour aller avec vers le personnel, ou bien un vœu, un souhait du personnel pour aller avec à mon CA, parce que des fois, il y a aussi ce que veut le personnel que les conseils d'administration doivent savoir. Et pour convaincre mon CA, je pense qu'en tant que dirigeant, j'ai dit, je leur ai dit, cette semaine, j'ai été dans mon conseil d'administration et j'ai présenté mon budget qui a été accepté, mais ce n'était pas facile. Parce que quand tu pars présenter ton plan d'action, quand tu pars présenter ta stratégie en tant que dirigeant, tu dois bien comprendre cette stratégie. Tu dois bien comprendre cette stratégie. Comment est-ce que tu vas l'implémenter de bout en bout? Tu dois challenger toi-même cette stratégie et tu dois avoir des plans B. Si cette stratégie ne marche pas, quel est mon plan B? Et cette stratégie que tu es en train d'amener à ton conseil d'administration, ça ne doit pas être ta stratégie que tu as travaillé dans ton bureau où tu t'es enfermé. Non. La bonne stratégie à amener à son conseil d'administration, c'est cette stratégie qui vient du personnel, qui monte vers le comité de direction et du comité de direction qui va vers le conseil d'administration. C'est-à-dire, quand je suis en train de partir déjà à mon conseil d'administration, j'ai déjà travaillé avec mon personnel. Moi, le budget que j'ai présenté à mon conseil d'administration, j'ai d'abord commencé par faire une journée stratégique avec mes directeurs d'agence, avec mes directeurs régionaux, avec mon COMEX. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons établi quels sont le point qui peuvent nous aider à émerger en 2025. Quels sont les risques qui nous attendent en 2025? À travers ces workshops-là, on prend les nécessaires et on établit une stratégie. À travers cette stratégie, on y ressort les hypothèses et on y ressort les chiffres que nous allons présenter au conseil d'administration. Généralement, en tant que dirigeant, on a des problèmes au conseil d'administration quand on n'a pas participé dans la stratégie. Tu laisses ton équipe faire la stratégie de bout en bout et toi, tu prends connaissance de matériel peut-être
24 heures, 48 heures avant. Et quand tu vas arriver devant ton conseil d'administration, si tu n'arrives pas à répondre aux questions, si tu n'arrives pas à convaincre, si tu n'arrives pas à expliquer pourquoi tu prends cette stratégie, c'est là que tu as des difficultés. Au niveau du personnel, à partir du moment où ils étaient impliqués, à partir du moment où tu travailles avec eux, chaque jour, je sais que ça va être facile pour expliquer et je sais que c'est difficile peut-être parce ils ont présenté, ils ont travaillé des journées entières pour définir la stratégie, mais peut-être au niveau de ton conseil d'administration, on te dit, OK, tu as amené 3 stratégies, mais nous en avons approuvé seulement 2. L'autre stratégie, on ne l'approuve pas. Il faut savoir aussi comment expliquer aux autres. Peut-être c'est même dire, sur nos 3 stratégies, on a réussi à convaincre. La manière aussi d'exprimer. Nous vous remercions, nous vous félicitons parce que sur nos 3 stratégies, quand même 2 ont été acceptées. Nous allons travailler durement pour y arriver. Comme ça, l'année qui va suivre, la stratégie qui n'a pas été acceptée pourra encore être mise sur la table. Donc, pour moi, c'est comme ça que je procède. Et je pense qu'en travaillant avec cette intercession, ça me permet de lier les deux. Oh, magnifique. Merci beaucoup. Merci infiniment, Mamie, pour la passion avec laquelle tu parles de ton expérience. C'est ça qui caractérise d'ailleurs ta force de caractère. Et je voulais poser la question de savoir, est-ce que c'est pas éducation que tu es comme ça? Ou bien tu as développé ça avec le temps? J'ai beaucoup développé avec le temps. Mais il y a aussi l'éducation des bases. J'ai grandi avec, j'avais ma grand-mère qui me disait même une fille ne doit pas rire comme ça. Et je pense que la microfinance m'a appris à rire, à avoir un sourire toujours aux lèvres. Mais ma grand-mère me disait une fille ne doit pas sourire comme ça. Il faut qu'il y ait une raison pour sourire. Et mon père, à chaque fois, il me disait, si tu ne veux pas faire quelque chose, si tu n'as pas envie de faire quelque chose, il ne faut pas forcer. Il faut parler, dire que je ne peux pas. Et je pense que c'est aussi cette éducation qui m'a aidée. L'église, je suis très active à l'église. J'ai enseigné les enfants de l'école du dimanche. J'ai enseigné les enfants qui devaient confirmer, entrer dans l'adolescence. Et à chaque fois, le fait que j'enseignais les enfants, c'était une obligation pour moi d'être leur modèle. Et parce que je devais être leur modèle, et ça forge aussi un caractère. Je suis aussi née d'une famille de 8 personnes. Donc, vous voyez ce que ça fait. Donc, je suis un modèle et je dois aussi être un modèle pour mes frères et sœurs. Et du coup, tout ça mis ensemble. Et aussi, à chaque fois que tu entres quelque part, la culture, tu essaies de t'adapter. Quand on te dit dans ces pays, voici ce qu'il ne faut pas faire, voici ce qu'il faut faire, j'essaie toujours de m'adapter. Et du coup, c'est quelque chose qui m'aide à avancer et c'est un fondement qui me permet de me relever même quand je dois tomber. Et ce fondement est là pour m'aider à rebondir. Wow, merci beaucoup. Merci, DG Mamie Kalonda. Je voulais rappeler que DG Mamie Kalonda est DG de chez Advance Cameroun. Et